Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler de 1100 pages qui étaient censées rester secrètes et qui viennent de faire tomber le masque d'un des hommes les plus puissants de la pseudo-pandémie Covid. Il s'agit du journal intime d'Anthony Fauci, rendu public quelques jours avant qu'il ne se présente devant le Sénat américain le 29 juillet 2026. Et ce jour-là, face aux questions les plus gênantes, il a répondu encore et toujours la même chose plus de 90 fois. Je refuse de répondre en vertu du cinquième amendement, alors que normalement, un homme innocent n'a jamais vraiment besoin de se taire 90 fois de suite. Mais là, on peut vraiment comprendre le pourquoi du comment. Ses propres notes personnelles dans son journal intime racontent une version des faits complètement différente de ce qu'il a vendu au monde entier pendant toute cette pseudo-pandémie Covid. Alors peut-être que vous vous dites que cette affaire purement américaine ne vous concerne pas du tout directement, mais en réalité, ce qui s'est joué à Washington est un mécanisme de fabrication du mensonge qui a servi un peu partout dans le monde pendant toute cette période Covid de suppression des libertés. Alors, dans cette vidéo, on va remonter ensemble tout le fil de cette histoire, ce que ce journal révèle vraiment, qui a couvert Anthony Fauci pendant toutes ces années, et comment l'administration de Donald Trump s'attaque aujourd'hui pièce par pièce à toute la machine, qui l'a rendu absolument intouchable. Accrochez-vous bien parce que c'est vraiment explosif. On va commencer de suite avec l'excellente Barbara Boyd. C'est tout de suite. Aujourd'hui, Anthony Fauci comparaît devant le Sénat américain où il est soumis à un interrogatoire musclé de la part de sénateurs qui peuvent prouver qu'il leur a menti et qu'il a menti à maintes reprises au peuple américain. Il a menti sur les origines du Covid et sur la nécessité des confinements et des mesures obligatoires et il s'est associé aux médias, aux services de renseignement et aux grandes institutions scientifiques pour détruire tout scientifique qui tentait de l'arrêter. Il invoque le cinquième amendement malgré la grâce accordée par Joe Biden et il parie que ses amis des médias, les démocrates et les tribunaux truqués de Washington le sauveront. Mais même dans la controverse juridique qui s'annonce, la seule question qui compte vraiment ne sera probablement pas posée. Comment a-t-il pu s'en tirer jusqu'à présent? Comment empêcher le prochain Anthony Fauci, ce prétendant expert, de récidiver? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question, mais la réponse ne viendra pas de l'audition d'aujourd'hui. Elle est venue de la Maison-Blanche il y a une semaine. Alors ce silence pourtant a quelque chose d'assez incohérent. En janvier 2025, Joe Biden avait déjà accordé à Anthony Fauci une grâce présidentielle préventive, avant même qu'aucune charge ne soit officiellement déposée contre lui. Or, un homme censé être blanchi d'avance n'a normalement plus rien à cacher, et pourtant il a refusé de répondre quand même 90 fois sous serment, ce qui n'a de sens que si cette grâce ne couvre vraiment pas tout. Et c'est là toute la nuance. Une grâce protège contre des poursuites liées à des faits passés, mais elle ne protège absolument pas contre un nouveau parjure commis aujourd'hui devant ce même Sénat, et c'est précisément ce que l'enquête met en lumière. Regardez. Le journal intime d'Anthony Fauci, récemment rendu public et mis au jour par Robert Kennedy Jr., car il l'avait conservé sur des serveurs gouvernementaux, révèle qu'il est un narcissique psychotique. Cela montre également qu'il a menti publiquement au sujet du Covid, tout en consignant ses véritables pensées très différentes dans son journal intime. Il se délectait de sa célébrité, se qualifiant lui-même d'incarnation de la science, tandis que des millions de personnes mouraient à cause de sa dissimulation des origines du Covid et de sa véritable nature. Soit les médias libéraux ne couvrent pas cette affaire, soit ils tentent de la déformer. C'est parce qu'ils s'en sont rendus complices. Ils se sont rendus complices de l'un des crimes les plus monstrueux de notre époque. Cette manœuvre comprenait l'élection truquée qui a porté au pouvoir un homme incompétent à la présidence des États-Unis. Voici Larry O'Connor lors de l'émission en direct de Mark Halperin mardi. J'aimerais tenter de répondre à votre question sur les raisons pourquoi les libéraux l'adorent et pourquoi la gauche et les médias l'adorent. Cela a un rapport avec Trump, je suis désolé. Trump allait remporter sa réélection. Le Covid-19 ne lui a pas nui. C'est le confinement qui lui a nui. La mise à l'arrêt de notre économie, la fermeture de nos écoles, le fait de rendre la vie des gens misérable et de diaboliser tout gouverneur comme Christine Noem, Greg Abbott ou Ron DeSantis, qui ont commencé à remettre en question les conseils de Fauci et du gouvernement fédéral, ont été diabolisés. Tout cela a alimenté le chaos de 2020 qui a conduit à l'élection et a empêché Donald Trump de remporter un second mandat. Et il l'adore pour cela. L'audition mettra en lumière de nombreuses autres preuves de la criminalité de Fauci, mais elle ne permettra pas de dénoncer ni de changer de manière adéquate le système dont Fauci n'est qu'un symptôme. Pourquoi toutes les grandes institutions scientifiques, les NIH, le CDC, The Lancet, Nature ont-elles tenu le même discours au même moment?
Pourquoi toutes les voix dissidentes, les scientifiques de Great Barrington, les journalistes dénonçant la fuite en laboratoire, les sceptiques vis-à-vis de l'ARN messager ont-elles été systématiquement réduites au silence? Ce n'est pas de la science, il s'agit d'imposer un consensus, et cette imposition du consensus ne se contentait pas de tuer des victimes du Covid. Jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, cela détruisait l'avenir de notre nation. Alors, ce que révèle vraiment ce journal, c'est une phrase qu'Anthony Fauci a écrite de sa propre main le 21 mai 2020. Il n'est pas exagéré de dire qu'aujourd'hui, je suis la personne la plus célèbre et la plus commentée du pays. Et oui, pendant que des milliers de personnes mouraient chaque jour un peu partout sur la planète, lui notait ses passages télé et se réjouissait des articles élogieux publiés à son sujet. Robert Kennedy Jr., aujourd'hui secrétaire à la santé, a résumé la chose en une phrase assez brutale. Son objectif, c'était de passer à la télé, pas de faire de la santé publique. Mais Anthony Fauci n'a jamais agi seul et la partie suivante va nous montrer justement comment toute une chaîne de complicité scientifique et médiatique a rendu tout cela possible. Regardez. Le Covid n'était pas la première fois que Fauci ou un consensus scientifique fabriqué de toutes pièces causait la mort de pans entiers de notre population. Pendant l'épidémie de sida, Fauci a promu un médicament toxique, l'AZT, tout en étouffant des traitements efficaces. Robert Kennedy Jr. le démontre dans son livre « Real Anthony Fauci ». L'épidémie d'opioïdes suit un schéma similaire, bien qu'elle ne soit pas directement liée à Fauci. Purdue Pharma a poussé des journalistes spécialisés en médecine à mentir en affirmant que l'Oxycontin ne créait pas de dépendance. Le canular climatique orchestré par des experts scientifiques compromis et des mondialistes financiers a convaincu une génération entière que le fait d'avoir des enfants était un acte irrationnel et irresponsable. La vraie science n'a jamais reposé sur un consensus d'experts. Elle repose sur la remise en question où le non-conformiste n'est pas une nuisance, mais la méthode même. C'est ainsi que cela s'est passé lorsque Kepler a prouvé que les orbites des planètes étaient elliptiques et non circulaires, et lorsque le jeune Einstein a renversé la théorie de Newton depuis un bureau des brevets. C'est ainsi qu'Elon Musk a bouleversé toute la façon dont la NASA conçoit les fusées. Mais ce moteur de la confrontation s'essouffle lorsque le financement se concentre entre les mains d'une poignée de personnes. Les scientifiques ne mordent pas la main qui financent leurs laboratoires, leurs post-doctorants, leur prochain cycle de subventions, et rien n'a mis cela en évidence plus rapidement que février 2020. Lorsque The Lancet a publié une lettre signée par 27 scientifiques déclarant sans aucune dissidence ni débat que l'hypothèse de la fuite en laboratoire était, je cite, une théorie du complot. Cette lettre n'était en aucun cas l'expression spontanée d'un consensus scientifique. Elle a été rédigée et organisée par Peter Daszak, président d'EcoHealth Alliance, l'organisation même qui a acheminé les subventions des NIH vers les recherches sur le coronavirus menées par l'Institut de virologie de Rowan. Daszak a orchestré sa lettre pour qu'elle donne l'impression d'un consensus scientifique en omettant délibérément d'y mentionner son rôle. Walter Lippmann, membre américain de la table ronde britannique, a publié en 1922 un ouvrage intitulé « Public Opinion ». Il y affirmait que le monde moderne était devenu trop complexe, les citoyens ordinaires étant incapables d'appréhender directement la réalité. Selon lui, les gens agissent en se basant sur des images simplifiées dans leur esprit plutôt que sur la réalité elle-même, et pour remédier à cela, il affirmait qu'il faut des services de renseignement spécialisés, dotés d'experts placés entre le public et les décideurs. Ces services collectent et interprètent les informations et gèrent ce que le public comprend. Comme l'a dit Lippmann, ils, je cite, fabriquent le consentement. C'est le rôle que nos médias et nos services de renseignement ont joué depuis lors. C'est ce que l'on constate dans les mensonges concernant le Covid et dans la censure sur les réseaux sociaux suite aux pressions exercées par le FBI et la CIA, tant sur le Covid que sur l'ordinateur portable de Hunter Biden. C'est désormais une machine bien huilée qui non seulement fabrique le consentement, mais tente également de l'imposer. Si vous avez suivi les préparatifs des funérailles de Lindsey Graham cette semaine, vous avez pu constater que cette machine fonctionnait à plein régime, pensant pouvoir exploiter le chagrin du président face à la mort de Lindsey Graham. Netanyahou et Zelensky ont chacun créé un faux rapport de renseignement largement relayé par les médias afin de rendre hommage à la folie belliciste de Lindsey Graham. La couverture médiatique incessante sur le manque de ravitaillement américain et l'impopularité de la guerre ici a encouragé les factions du corps des gardiens de la révolution islamique à mener hier des attentats suicides contre des bases américaines.
tandis que Netanyahou et Zelensky présentaient leurs arguments. L'Arabie saoudite et le CENTCOM ont réagi. Depuis l'Ukraine, Zelensky a affirmé que la Russie aidait les Ukrainiens à prendre pour cible les bases américaines. Depuis Israël, Netanyahou a publié un article affirmant que l'Iran était en train de reconstruire sa capacité nucléaire. La différence entre Donald Trump et les anciens présidents qui ont succombé à cette machine, c'est que Donald Trump est un bâtisseur et s'est défini comme un franc-tireur. Il a répondu à la fois à Netanyahou et Zelensky lors d'une interview accordée mardi à l'émission Fox and Friends. Voici les extraits clés. C'était très intéressant avec Lindsay, il était vraiment un faucon, comme on dit, sur la question de l'Iran. Et ces dernières semaines, je dirais qu'il en est venu à penser que si l'on pouvait conclure un accord, ce serait mieux vaut conclure un accord dans ce cas-là, plutôt que de simplement détruire le reste du pays. On en a détruit la majeure partie, franchement, mais c'était quelqu'un qui disait que c'était le bon moment pour conclure un accord, un moment propice pour conclure un accord. À quoi ressemble un bon accord? Je ne dirais pas nécessairement qu'il pense la même chose de l'Ukraine. En ce qui concerne l'Ukraine, il était très militant. Je veux dire, Lindsay aimait la guerre, pour être honnête avec vous, d'accord? Et je lui ai dit, t'es un type sympa, comment ça se fait que tu aimes autant la guerre? C'était un type qui aimait la guerre. Je dis en plaisantant, même si ça n'a rien de drôle, qu'il n'avait jamais vu une guerre qu'il n'aimait pas. Selon certaines informations, Netanyahou va vous parler des fouilles en cours à Pickaxe Mountain. Les engins de chantier entrent et sortent des tunnels et aménagent des nouvelles routes d'accès. Les images satellites et les renseignements indiquent que l'Iran construit et fortifie activement la montagne Pickaxe. Comment allons-nous réagir? Eh bien, je n'ai pas besoin que Bibi me le dise. Bibi me dit ça, est-ce qu'il veut que je reste impliqué? Nous disposons des meilleurs, grâce à la force spatiale, nous avons les meilleures caméras du monde braquées. Nous savons exactement ce qui se passe. Mais non, j'ai entendu Bibi l'annoncer. J'ai dit, pourquoi ne me l'as-tu pas dit simplement? Pourquoi faut-il que tu l'annonces au monde entier? Je sais exactement ce qui se passe à Pickaxe, ce n'est pas un gros problème. Nous avons détruit leur site nucléaire et nous devrons détruire Pickaxe si nous ne parvenons pas à conclure un accord. Malgré leurs divergences, Donald Trump s'est lié d'amitié avec Lindsey Graham et a cherché à le faire évoluer. Ces deux imposteurs, Zelensky et Netanyahou, quitteront Washington avec pour consigne du président de rechercher la paix. Vous pouvez parier que la presse complice tentera de présenter les choses sous un autre jour. Alors cette lettre du Lancet dont on vient de parler n'avait absolument rien de spontané. Les archives montrent que Peter Daszak l'avait rédigée lui-même puis l'avait fait circuler en demandant explicitement qu'elle n'apparaisse jamais comme venant d'une seule organisation uniquement, tout ça pour pouvoir donner l'illusion d'un consensus scientifique. Et donc ce même mécanisme de fabrication de l'opinion, on l'a revu quasiment en direct lors des funérailles de Lindsey Graham, récemment mort le 11 juillet 2026, où Benjamin Netanyahou et Zelensky étaient physiquement présents à Washington pour enfin pousser Donald Trump vers une nouvelle confrontation avec l'Iran. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la même architecture qui a permis à Anthony Fauci de pouvoir mentir pendant des années sert aujourd'hui à essayer de pousser les États-Unis vers une nouvelle guerre. Et justement, une réponse structurelle à tout ce système vient d'être déposée sur la table par la Maison-Blanche. Et voici le document qui pourrait vraiment changer la donne. Regardez. Le 21 juillet, Michael Kratsios, le conseiller scientifique du président, a présenté une proposition visant à réorienter l'ensemble des fonds fédéraux consacrés à la science vers les Mavericks. Cette proposition repose sur le principe maintes fois cité par Elon Musk, la physique ne ment pas. Pour produire quelque chose qui fonctionne, il faut découvrir et respecter les lois de la nature et procéder à des tests constants ainsi qu'à des vérifications de principe. Voici comment commence la proposition de Kratsios. Bien que nos investissements dans la recherche aient augmenté, la productivité scientifique a ralenti. Nous sommes devenus dépendants d'un ensemble restreint d'institutions traditionnelles. Nos systèmes d'incitation, écoutez bien, récompensent la conformité plutôt que la recherche audacieuse et la capacité qui autrefois transformait les découvertes américaines en force américaine s'est érodée, minée par des décennies de délocalisation industrielle. Le texte poursuit en s'en prenant à la bureaucratie scientifique spécialisée. Le système de recherche américain devrait donner la priorité aux chercheurs individuels plutôt qu'aux institutions traditionnelles. Si nous voulons réellement élargir le champ d'action de nos scientifiques, nous devons investir directement dans les chercheurs américains et dans les idées audacieuses qui les animent. Une trop grande partie de notre expertise en matière de recherche en est venue à se mettre au service d'elle-même plutôt que des scientifiques qui la composent. Les organismes de financement fédéraux devraient soutenir un éventail plus large d'acteurs, y compris une nouvelle génération d'organismes de recherche axés sur des missions afin d'établir nos horizons scientifiques. Et ces organismes devraient s'organiser autour des frontières interdisciplinaires de la science d'aujourd'hui plutôt que selon les cloisonnements universitaires du siècle dernier.
Le rapport établit un parallèle entre le manque relatif de nouvelles inventions et découvertes sous les administrations précédentes et la manière dont celles-ci ont géré le commerce. Pendant des décennies, la politique américaine de libre-échange partait du principe que si nous maintenions simplement les marchés ouverts, les retombées positives suivraient automatiquement grâce à une efficacité accrue. Au lieu de cela, d'autres pays ont protégé leurs propres industries tout en exploitant les nôtres et nous avons perdu notre base industrielle. Aujourd'hui, les interventions ciblées par le biais de droits de douane permettent de reconstruire cette base. Le rapport de Michael Kratsios applique la même logique au développement de l'énergie de fusion et d'autres technologies de pointe. Les États-Unis ont inventé la majeure partie de la physique qui sous-entend l'énergie de fusion, la science des plasmas, les matériaux, les concepts de réacteurs. Mais inventer la science et construire réellement l'industrie sont deux choses très différentes. Les États-Unis ont désormais l'habitude de réussir la première étape et d'échouer à la seconde. Nous avons inventé les écrans plats. C'est désormais l'Asie qui les fabrique. Nous avons mis au point la meilleure composition chimique pour les batteries lithium-ion. Les usines asiatiques dominent également cette chaîne d'approvisionnement. La crainte que sous-entend ce rapport est que la fusion et les autres technologies d'avenir puissent connaître exactement le même sort et se retrouvent très très loin derrière. Désormais, nos avancées scientifiques doivent être examinées à chaque étape afin de faire progresser les plateformes de fabrication ici même aux États-Unis. Le rapport critique les politiques de recrutement en DEI dans les domaines scientifiques ainsi que la pénurie de diplômés en physique et en ingénierie dans notre pays. Cette pratique suicidaire doit cesser et être remplacée par des programmes qui récompensent le mérite, les réalisations et l'orientation vers les sciences physiques et l'ingénierie. La prise de risque et la pensée non conformiste sont désormais les priorités ciblées pour le financement, tout comme le financement de scientifiques chargés spécifiquement de vérifier les résultats. Toutes les agences scientifiques du gouvernement fédéral ont désormais pour mandat d'intégrer cette nouvelle stratégie de financement dans leur budget 2027-2028 d'ici septembre de cette année. Alors comment Fauci s'en est-il tiré? Ces affirmations n'avaient rien d'exceptionnel dans une culture scientifique corrompue et axée sur le consensus. Ce consensus était soutenu par une machine de propagande médiatique qui a cessé d'enquêter ou de publier des vérités dérangeantes ainsi que par une communauté du renseignement en guerre contre ce président. L'obéissance à l'avis des experts a remplacé la quête de la vérité. Donald Trump s'emploie désormais à démanteler ces deux volets de la machine du consensus. L'audition d'aujourd'hui va mettre Fauci à nu, mais je prédis qu'elle ne permettra pas de répondre à la question « Comment diable cela a-t-il pu arriver ?» En s'attaquant au service du renseignement et à l'establishment du consensus scientifique, Trump et Michael Kratsios sont en train de détruire le système qui a permis à Anthony Fauci de se présenter comme un expert et de faillir anéantir cette nation. Alors Donald Trump et toute son équipe ne veulent pas juste faire tomber Anthony Fauci, ils veulent changer toute la façon dont la science est financée aux États-Unis. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir à tout ce qu'on vient de voir. Anthony Fauci a pu mentir pendant des années parce que tout l'argent de la recherche passait exactement par les mêmes grandes institutions qui avaient toujours intérêt à répéter le même discours pour continuer à recevoir un maximum de subventions. Et concrètement, à partir de septembre 2026, toute cette structure pyramidale va enfin changer. L'argent public ira beaucoup moins vers toutes ces grosses structures, il ira davantage vers des chercheurs individuels, même isolés, même dérangeants à partir du moment qu'ils posent les bonnes questions. Et c'est exactement l'inverse du système qui a permis à Anthony Fauci de pouvoir museler tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui pendant cette pseudo-pandémie. Et donc pour la première fois, tout ce système commence vraiment à vaciller et à être démonté pièce par pièce par le clan Donald Trump. Dites-moi s'il vous plaît ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais rouvrir une petite parenthèse si vous aimez mes vidéos. Sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part et même 1 euro par mois. Ça m'aide vraiment beaucoup, ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer toutes ces vidéos. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et toujours indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis, ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.